Docker offre une flexibilité et une portabilité sans précédent. Cependant, pour tirer le meilleur parti de cette technologie, il est crucial d'optimiser et de sécuriser les images Docker. En effet, une image Docker optimisée peut réduire considérablement les coûts d'infrastructure, tandis qu'une approche rigoureuse de la sécurité minimise les risques d'attaque. Cette vidéo se propose de détailler les meilleures pratiques et outils pour optimiser la taille et les performances des images Docker, ainsi que les stratégies essentielles pour en renforcer leur sécurité. De l'allègement des images à la mise en œuvre des politiques de sécurité fortes, nous explorons comment les mettre en place, ces pratiques, afin de vous faire, dans un premier temps, économiser de l'argent, très important. Si vous montrez, vous prouvez à une entreprise que vous la faites économiser de l'argent, elle est prête à vous payer assez cher parce que vous l'aidez à ne pas perdre son argent. Et en second lieu, éviter d'en perdre en réduisant tout simplement les vulnérabilités. Alors, point d'intention, cet article suppose que vous avez déjà assimilé les notions basiques inhérentes à la technologie Docker. Si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse en description un parcours assez intéressant pour monter en compétence sur le sujet. Sans plus tarder, on va y aller. On va déjà commencer par les bonnes pratiques d'écriture d'images. On va commencer par l'utilisation d'images légères. Les images légères comme Alpine Linux réduisent considérablement la taille finale de l'image en nous évitant des programmes inutiles pour notre application et en gardant le strict minimum, minimisant ainsi la surface d'attaque potentielle pour les vulnérabilités. Par exemple, regardons ce code. Dans cette partie, nous avons donc un code qui est non optimisé, un Dockerfile qui est non optimisé. Comme vous pouvez le voir, on va s'appuyer d'images célèbres mais lourdes telles que Ubuntu, Node ou encore Python. Cependant, on peut utiliser ce bout de code qui lui est optimisé, tout simplement parce qu'on va s'appuyer au lieu d'Ubuntu sur Alpine, qui est une version beaucoup plus légère. Au lieu de s'appuyer sur Node, on va s'appuyer sur une version Alpine de Node, une version taguée Alpine de Node, ou alors une version Python taguée Alpine pour Python. Donc ça, c'est très important. Second élément, la réduction du nombre de couches. Vous savez, dans un Dockerfile, lorsque vous écrivez des lignes, chaque ligne, après s'être exécutée, va créer une couche qui aura un certain poids, qui va occuper un certain espace disque. Alors, si vous voulez réduire la taille de l'espace disque qui est occupé par une image Docker, il faut tout simplement réduire le nombre de lignes. Et une bonne astuce pour réduire le nombre de lignes, c'est dans un premier temps de réduire à une seule ligne toutes les lignes de commande qui consistent en l'exécution de commandes dans le conteneur Docker. Vous pouvez aussi le faire en nettoyant le cache et les fichiers temporaires de la même instruction. Et là, on va se retrouver avec un espace disque qui est beaucoup plus réduit. Et on peut aussi utiliser les commandes copy et add avec des wildcards. Donc, au lieu de dire copy file 1, copy file 2, vous pouvez tout simplement faire copy file étoile. Et là, on se réduit à une seule ligne. Donc, je vous montre un exemple. Regardez ce bout de code. Là, nous faisons un run apt-get, un run apt-get et encore un run apt-get. Alors qu'on peut avoir un seul run avec les trois apt-get qui sont séparés par des anti-slash mais qui vont s'exécuter dans la même ligne. Pareil pour la partie copie que j'ai évoquée tout à l'heure. Troisième élément de bonne pratique d'écriture de fichiers Dockerfile pour l'optimisation, c'est la création de fichiers Dockerfile à multi-étapes. L'approche multi-étape ou alors multi-stage build est une technique puissante pour produire des images minimales. En éliminant les dépendances de construction inutiles dans l'image finale, nous réduisons la complexité tout en maintenant une image légère et fonctionnelle. Cette technique est souvent utilisée pour produire une image ne contenant que la version compilée de l'application ainsi que les dépendances uniquement nécessaires à l'exécution de l'application. Pour illustrer, nous allons utiliser un projet Nest.js. Donc, je vous invite dans un premier temps
à cloner ce projet. Dans les commentaires, je vous laisse le lien vers l'article qui va vous permettre de suivre de bout en bout ce que je suis en train de vous montrer. Alors, je clone le projet et je me déplace dans le projet. Je vous invite à créer un fichier Dockerfile à partir duquel nous allons travailler. Alors, dans le Dockerfile, nous allons rajouter ce code que l'on va expliquer. Rien de bien méchant, techniquement parlant. Nous démarrons notre image en récupérant l'image de base Node. Puis, nous définissons notre répertoire de travail. Nous copions les fichiers package.json et packagelog.json. Donc là, vous pouvez voir qu'on a utilisé étoile. Et puis, nous faisons un npm install. Une fois qu'npm install a correctement téléchargé les dépendances, nous allons donc copier le contenu du répertoire actuel, c'est-à-dire du projet dans lequel se trouve le Dockerfile, dans le workdir au sein du container. Nous allons exposer le port 3000 afin de pouvoir l'utiliser à partir de l'extérieur du container. Et nous allons donc démarrer notre application en utilisant npm run start prod. Prod pour dire qu'on démarre avec une configuration de prod. Donc on va enregistrer tout ça et on va démarrer la construction de notre image avec cette commande. Alors, l'image s'est construite correctement. Je vous invite à regarder la taille de l'image que nous venons de construire en appliquant cette commande docker image ls pour lister toutes les images et on va filtrer sur les images ayant le mot starter dans leur nom. Et là, on peut voir que notre image fait environ 1.1 giga. Alors, vous allez peut-être obtenir 1.2 giga ou 1.3 giga en fonction du moment où vous exécutez cette image-là. Nous allons créer une image qui sera optimisée. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va modifier notre Dockerfile. Je vais supprimer le contenu de mon Dockerfile et on va le faire étape par étape. Première étape, c'est la base qui sera utilisée pour les autres étapes de notre Dockerfile, ou du moins de la construction de notre Dockerfile. Donc ici, on va s'appuyer sur une image Node qui est plutôt slim, c'est-à-dire une version légère de Node, et on va lui donner un nom, afin de pouvoir référencer cela à partir d'autres étapes. Donc, from, nom de l'image, as, nom de l'étape. On va définir une variable d'environnement où on va renseigner le chemin PNPM. En réalité, nous allons utiliser PNPM qui est un gestionnaire de dépendance similaire à Yarn et à NPM. C'est juste qu'il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus efficace en termes d'espace disque. Puis on va enregistrer PNPM dans le path afin de pouvoir appeler les binaires ou les exécutables qui sont construits dans ce dossier-là de n'importe où dans notre Docker. Et on va exécuter Corpac enable pour pouvoir activer Corpac dans notre container qui sera utilisé toujours dans le contexte de gestion de dépendance. Donc pour la base, nous avons un ensemble d'éléments que nous allons utiliser. Étape suivante, nous allons construire les dépendances. Seulement, nous allons construire les dépendances de deux façons. Nous allons construire les dépendances pour du déploiement en local ou alors du déploiement en dev, mais aussi construire les dépendances pour du déploiement en prod avec des éléments beaucoup plus optimisés. Commençons par la partie locale ou alors en dev. Nous allons nous appuyer sur la base que nous avons définie un peu plus haut. Donc, on fait from base as deps. On donne le nom deps. Puis, nous allons copier les fichiers package.json dans le répertoire de notre container Docker. Et puis, nous allons exécuter pnpm install avec un ensemble d'options pour correctement exécuter pnpm. Ce n'est pas le plus important. Donc, une fois qu'on a fait cela, je vous montre comment est-ce qu'on l'a fait en production. En production, la seule chose qui va changer, c'est l'option que nous allons passer à PNPM. Donc ici, on fait exactement la même chose. On donne un nom différent afin de pouvoir référencer
différemment en dessous. Et on va mettre l'option Prod tout simplement parce qu'on aimerait que PNPM crée, télécharge de façon optimisée les dépendances que nous allons utiliser. Donc une fois qu'on a téléchargé les dépendances, on va donc passer à une étape suivante qui sera l'étape de Build. Build, c'est tout simplement construire l'application à partir des dépendances qu'on a téléchargées. Donc ici, on va faire from deps as build. Donc on s'appuie sur le téléchargement de dépendances non prod et on va copier tout le contenu de ce qui a été défini dans notre projet, c'est-à-dire ce qu'on a au niveau du Dockerfile, et on va exécuter la commande pnpm run build. C'est similaire à la commande npm run build pour pouvoir lancer le build de notre application. Alors en faisant ceci, l'application va builder, mais elle va aussi se lancer. C'est intéressant pour des développements en local. Mais lorsque nous passons en production, nous ne voulons pas faire un npm run build parce que ce n'est pas optimisé pour de la prod. Donc ici, pour la production, on va s'appuyer sur une image encore plus légère que celle que l'on avait au-dessus. Donc on va s'appuyer sur 18 Alpine, que l'on va appeler production. C'est une bonne pratique de nommer vos différentes étapes, même si vous ne comptez pas les référencer dans d'autres étapes. Tout simplement parce que lorsque l'image sera en train de se construire, vous pourrez voir dans les logs quelle est l'étape qui était en train d'exécuter quoi. Ainsi, ça sera facile de débugger. On va faire des copies en s'appuyant sur le résultat d'une étape précédente. Étant donné que nous sommes en prod, on va donc s'appuyer sur prod deps. Rappelez-vous, on a construit les dépendances de prod à ce niveau et on les a nommées prod deps. Étant donné que lorsqu'on fait un pnpm install, il y a un répertoire node module qui est créé. Alors, on va donc copier le répertoire node module de cette étape-là dans le répertoire node module de cette étape actuelle. Pareil, lorsqu'on a fait le build, il y a eu des éléments qui ont été créés, compilés et qui ont été enregistrés dans le dossier dist. Et c'est ce qu'on va faire. On va donc copier le dossier dist de cette étape-là dans le dossier dist de l'étape actuelle. Et après avoir fait cela, on pourra donc lancer l'application avec Node et le paquet et le fichier main.js. Alors, pour récapituler, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs étapes, mais toutes les étapes ne sont pas utilisées selon les différentes situations. Donc ici, lorsqu'on fait un from base as deps, on ne va pas forcément utiliser ce deps pour de la prod. On pourra utiliser une autre étape. Et étant donné que les étapes sont séparées, si après une certaine étape, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de la dépendance qui a été téléchargée pour l'exécution, alors on peut tout simplement se débarrasser de cela pour pouvoir alléger l'image. Donc on va enregistrer tout ça et on va lancer l'exécution de notre image. Je vous propose d'exécuter cette image avec cette commande. On change le nom de l'image pour pouvoir comparer le rendu. Donc là, comme vous pouvez le voir, chaque étape est labellisée avec les différentes couches qu'elle est censée être en train de traiter. Donc là, on a terminé. Et on va donc vérifier de nouveau la taille des deux images en faisant un listing des images et en filtrant sur le mot starter. Donc là, vous pouvez voir que l'image qu'on produit, elle est de 141 mégas. Il y a donc une économie d'environ 90% qui a été faite entre l'image non optimisée et l'image optimisée. Alors, il faut se dire qu'une telle image est construite et stockée de milliers de fois par an en production. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs versions et vous allez construire plusieurs versions de cette image-là des milliers de fois par an pour une application qui est réellement en production. Ce qui aboutirait en optimisant à économiser plusieurs gigaoctets de bande passante de téléchargement sur vos infrastructures cloud. Alors croyez-moi, ça représente entre plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an en fonction de la taille de votre entreprise. Alors si vous n'avez rien à voir avec les finances Ops de votre équipe, il se peut que vous ne vous en rendiez pas compte. Mais pour quelqu'un comme moi qui gère une application qui tourne en prod, qui est utilisée par
des centaines d'utilisateurs, je peux vous dire que la moindre erreur de stockage peut vous coûter assez cher à la fin. J'en suis bien conscient. Donc je vous conseille d'optimiser de cette façon-là et de montrer d'ailleurs à votre entreprise ou alors pour la personne pour qui vous travaillez que voilà ce que j'ai apporté comme économie, voilà ma plus-value et comme ça vous serez davantage valorisé au sein de votre équipe. Ou alors vous pourrez par exemple en parler tout simplement lors d'un entretien pour pouvoir donner un peu plus de valeur à votre profil. Alors, quatrième élément, débarrassez-vous du superflu. Je l'ai dit tout à l'heure, dans un Dockerfile de type multistage, nettoyez les fichiers temporaires qui ne sont pas nécessaires après les étapes qui les utilisent. Cela va garantir des images plus légères et des constructions plus rapides. Donc ça dépend vraiment de la technologie que vous utilisez avec NPM. Donc lorsque vous construisez votre image, après avoir copié tout ce qu'il y a à copier dans le conteneur Docker, vous pouvez tout simplement faire un npm run cleanup pour nettoyer tout ce qui a été créé. Et ça vous réduit davantage la taille de l'image. Petite astuce que je vais vous donner, évitez d'installer des packages non nécessaires juste parce que vous pensez que vous en aurez potentiellement besoin. Non, ne l'installez pas si vous ne voyez pas le besoin imminent. Lorsque vous en aurez réellement besoin, alors dans ce cas, rajoutez la dépendance dans l'image. Mais si ce n'est pas encore le cas, ne le faites pas. Cinquième astuce, exclure les fichiers non pertinents grâce à Docker Ignore. L'utilisation du fichier .docker ignore est souvent négligée, mais elle peut avoir un impact significatif sur les performances de construction et la taille de l'image. Ce fichier va fonctionner de façon similaire à gitignore, permettant d'exclure des fichiers et des répertoires que vous ne souhaitez pas faire figurer dans votre image. Par exemple, dans le cas de Node, lorsque vous téléchargez en local des images, des dépendances, ça sera stocké dans le répertoire Node Modules. Mais par la suite, lorsque vous allez faire un copy point vers point, alors il va aussi essayer de copier Node Modules vers votre container. Pourtant, ce n'est pas nécessaire. Votre container, lui aussi, va faire un pnpm install pour pouvoir télécharger ses propres dépendances. Donc, pas besoin de copier le large dossier Node Module dans le container. Et en utilisant un Docker ignore, vous pourrez tout simplement demander à Docker d'ignorer le répertoire Node Modules. On va donc passer à la seconde partie. Il s'agit ici de la construction des images sécurisées. Alors, le premier point important que je souhaite voir avec vous concernant la sécurité, c'est le choix de l'image de base. Ne vous loupez pas sur le choix de l'image de base. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure lorsqu'on parlait des bonnes pratiques d'écriture. Il faut choisir des images légères, bien sûr, mais il faut se rassurer que ces images-là sont des images de confiance. Vous savez, sur le Docker Hub, on a des millions d'images qui sont disponibles. Il faut faire attention lorsque vous choisissez votre image. Rassurez-vous que l'image contient le tag Verified Publisher ou alors que ce sont des images officielles. Vous pouvez les reconnaître assez facilement avec ces badges que je vous présente à l'écran. En fait, ces images, avec ces différents badges, ce sont des images qui sont conçues par des entreprises en partenariat avec Docker et donc les images sont passées au peigne fin avant d'être publiées. Donc ce n'est pas n'importe qui se lève un matin, qui publie une image et qui dit allez, utilisez-la. Non, ce sont des images qui sont vraiment passées au peigne fin pour être sûr qu'elles sont correctes et sécurisées pour tous les utilisateurs. Second élément, il faut reconstruire fréquemment vos images. En effet, le contenu final d'une image va dépendre des instructions qui sont passées dans le Dockerfile. Cette image, en fait, est une capture figée dans le temps des dites instructions. Donc, si je démarre la construction de mon image à 12h43 et par la suite, je démarre la construction de la même image à 12h45, je ne suis pas sûr que j'aurai la même image. Ok ? Donc, c'est pourquoi on conseille de reconstruire fréquemment. Tout simplement parce qu'en reconstruisant, vous allez télécharger de nouvelles dépendances et dans le processus, vous allez forcément télécharger des dépendances
qui sont mises à jour, c'est-à-dire des dépendances dont les vulnérabilités ont été corrigées. Et vu que vous dépendez de ces dépendances-là, par ricochet, ça vous fait aussi corriger des vulnérabilités. Petite note, je vous conseille d'utiliser l'option No Cache pendant le Docker Build pour pouvoir rafraîchir toutes les couches et s'assurer que l'on retélécharge les images avec les bonnes versions et les images corrigées. Enfin, dernière étape, scannez systématiquement les images que vous-même vous produisez avec l'outil Docker Scout. En fait, c'est assez simple à utiliser et c'est gratuit pour au moins 3 images. Alors quand vous débutez, forcément, si vous avez un projet, vous n'aurez pas 14 images différentes pour vos différents projets. Vous aurez peut-être 2 ou 3 images. Donc, pour cela, Docker va vous fournir Docker Scout gratuitement. Comment est-ce que vous l'activez? Bon, vous allez d'abord sur le Docker Hub. Si vous n'avez pas un compte, vous allez devoir créer le compte, sinon vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous choisissez l'une de vos images. Je vais peut-être prendre l'image front-end de notre plateforme Zero Filtre. Vous vous dirigez dans l'onglet Settings et dans cet onglet, vous aurez la partie Docker Scout que vous pourrez activer ou désactiver. Donc ici chez moi, on voit que c'est activé. Donc la sécurité Docker Scout est activée et je peux le faire comme ça sur 3 repositories. Donc vous pouvez aussi désactiver si vous voulez l'activer sur un autre repository et puis vous sauvegarder. Donc une fois que c'est fait, chaque fois que vous allez pousser l'image, vous pourrez vous diriger sur scout.docker.com et vous allez avoir un tableau de bord des différentes images qui sont utilisées. Par exemple, si je clique sur Images, je vais voir les 3 images que j'ai activées au niveau de mon compte à moi. Pour l'image backend de Zero Filtre, par exemple, la dernière image qui a été poussée, c'est le tag 304 stable. Et on peut voir qu'on a un ensemble de vulnérabilités sur cette image-là. Donc, on a 15 vulnérabilités qui sont critiques, 29 vulnérabilités qui sont hautes, 31 vulnérabilités qui sont médium, 2 vulnérabilités qui sont basses et une vulnérabilité qui n'est pas reconnue. Et vous pourrez voir les différentes vulnérabilités en cliquant sur l'onglet Vulnerabilities pour pouvoir corriger ces vulnérabilités-là. Alors, on va rentrer dans les vulnérabilités qui sont spécifiées sur nos images. Donc, on voit par exemple qu'ici, cette vulnérabilité a été spécifiée sur l'une de nos images. Ici, il s'agit de quoi comme vulnérabilité? De la vulnérabilité Spring Beans. Si on clique sur la vulnérabilité, le numéro de la vulnérabilité, il nous dit de quoi il s'agit et il va d'ailleurs nous proposer des façons de corriger cette vulnérabilité-là. Voilà, donc je vous conseille très fortement de proposer de tels outils qui sont pour le coup gratuits pour de petits projets. Pour de gros projets, forcément, ils auront déjà des finances pour pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est hyper important. L'avantage de Docker Scout, c'est que vous pouvez aussi l'intégrer dans vos pipelines CI/CD, c'est-à-dire en mode CLI, pour pouvoir scanner automatiquement vos images pendant la phase d'intégration continue, par exemple. Voilà. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à aller consulter le parcours sur les notions basiques Docker. N'hésitez pas à aller lire l'article qui résume cette vidéo. Allez, ciao. C'était Philippe Simo de ZeroFiltre.tech.